Radio Reboot, la radio déconstruit, reconstruit l'art. Radio Reboot, la radio déconstruit, reconstruit l'art. Salut à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de Radio Reboot. Nous sommes Jeanne et Anaïs, membres actifs de la galerie associative Reboot, créée en 2019 par 4 étudiantes de l'ESSAD Grenoble, Amandine, Lara, Jeanne et moi. On se retrouve à nouveau pour parler de remémoire ou rememory pour les plus anglophones d'entre nous. Donc pour celles et ceux dont le thème il est obscur, on vous invite à aller écouter notre premier épisode qui est avec Adèle Grosjean. Oui, car aujourd'hui, on rencontre Louise Ray, née à Romans-sur-Isère en 99. Elle vient tout droit de l'école d'Annecy et aujourd'hui a commencé un master aux Beaux-Arts de Grenoble. Bonjour Louise. Bonjour. Tu es aujourd'hui présente avec nous pour performer un de tes souvenirs, mais avant toute chose, on a des petites questions à te poser pour en apprendre un peu plus sur ton travail. Alors, donc déjà, pourquoi tu as voulu venir à Grenoble ? Alors ça a été un peu un enchaînement de circonstances qui ont fait que à Annecy je me sentais plus trop à ma place puisque l'école était en plein changement et en fait l'année dernière avec le Covid ça a pas beaucoup aidé au niveau administration et du coup je voulais passer des concours. J'ai présenté Grenoble et j'ai été prise, du coup je me suis dit allez pourquoi pas une nouvelle expérience. C'est surtout ça qui m'a poussée, c'était une envie de changement vraiment. Ok, oui, c'est sûr que souvent, des fois pour le master, on aime bien aller un peu ailleurs pour voir un peu comment ça se passe. Et du coup, est-ce que Grenoble, ça a un peu bouleversé la façon que tu as de travailler ? Le fait de changer d'école, est-ce que ça a aussi changé un peu peut-être tes habitudes de travail ou tes projets ? Je pense pas que ce soit plus l'école qui ait changé mes habitudes de travail, mais vraiment la situation sanitaire actuelle qui a fait que y a eu quand même une énorme fracture entre le moment où on quittait l'école et le moment où on a dû se réfugier chez nous. Mais en soi, à Grenoble, ça a quand même changé les choses dans le sens où j'ai rencontré une nouvelle personne, j'ai rencontré de nouveaux professeurs qui me poussent à faire d'autres choses. Enfin, typiquement, l'année dernière, la vidéo, c'est un médium que je touchais pas vraiment, ou du moins très clairement juste en plan séquence, je posais la caméra et je cherchais pas à réfléchir. Aujourd'hui, le montage, c'est un truc qui m'éveille un peu plus et je pense que c'est aussi grâce aux professeurs que j'ai rencontrés à Grenoble. Ouais. Ouais, puis surtout que le fait de changer de ville, ça fait découvrir plein de choses et du coup, ça réactive un peu une curiosité qui a tendance à s'éteindre un peu. Enfin, je sais que ça faisait 4 ans que j'étais à Grenoble, j'étais beaucoup moins curieuse de tout, de la ville et des expériences qu'il pouvait y avoir qu'au début, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, c'est aussi les gens, beaucoup. Enfin, je me dis... tous les élèves qu'on peut rencontrer dans les écoles différentes ont des médiums différents. Du coup, quand tu rencontres quelqu'un qui a un nouveau médium que tu connais pas forcément, ça te donne envie aussi de faire de nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est assez cool aussi pour ça. Mais justement, ce qui est assez drôle, c'est que toi, tu développes des nouveaux médiums et tout, mais ton travail tourne surtout autour de thèmes qui sont assez majoritaires. Justement les thèmes de la mort, de la pop culture, du burlesque aussi. Et justement, la question qui vient, c'est qu'est-ce qui t'attire dans ces sujets qui sont quand même assez particuliers et qu'est-ce qui fait que tu arrives à garder quand même cette espèce de ligne conductrice dans ton travail ? Je sais pas exactement en fait ce qui m'attire. Je pense que clairement quand on nous demande en tant qu'étudiant artiste ce qui peut nous attirer, il faudrait carrément faire une thèse psychologique sur qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour vraiment comprendre de A à Z comment on est capable de sortir des pièces ou d'argumenter autour de ces pièces. Je pense que depuis toute petite j'ai un rapport à la mort qui est assez paradoxal dans le sens où comme tout le monde c'est quelque chose qui me fait peur. Mais c'est surtout quelque chose qui me fait peur parce que je sais pas vraiment ce que c'est et je travaille beaucoup autour de ça parce que c'est un truc que j'ai envie de découvrir aussi actuellement dans le monde des vivants et enfin je trouve ça fascinant en fait et puis le rapport artistique qu'on a avec la mort est assez universel. Il n'existera pas, je suis pas capable de vous citer un artiste
qui n'ait pas à un moment dans son travail parler de la mort, quoi. C'est juste quelque chose d'impossible. Enfin, c'est un sujet qui est tellement universel que tous les artistes, à un moment ou à un autre, dans leur travail ou dans leur processus de travail, vont venir à en parler. Et c'est ça aussi qui me fascine, c'est de savoir que je suis pas la seule, en fait. Après, comment moi je parle de la mort, c'est un truc qui ressort aussi beaucoup de ce que moi j'ai envie de voir à travers elle, dans la pop culture et surtout autour des films d'horreur. C'est un truc qui me plaît par-dessus tout. Enfin, clairement, on est tellement fasciné par la mort et on a tellement besoin d'en parler qu'on crée des monstres, des mythes autour aussi de phobies, de peur, et on retranscrit ça à travers un écran. Moi, je trouve ça fascinant. Enfin, Non, moi, c'est marrant parce que ton travail me fait vachement penser au théâtre bizarre, en fait. Ouais, de ouf. C'est un truc, enfin là je viens d'y penser, alors que ton travail, on le voit maintenant défiler depuis un moment, mais il y a cette vachement, ouais, ce burlesque dans l'horreur, enfin, notamment quand tu fais tes broderies là, avec les figures un peu, enfin il y a Chucky, c'est un peu des figures emblématiques du film d'horreur qui sont hyper burlesques. Enfin, Chucky, c'est un monstre qui fait que des blagues, enfin, tout le long, et c'est hyper à la fois très glauque et à la fois très drôle, et on retrouve un peu ces parts-là dans ton univers, justement. Typiquement, mon personnage de film d'horreur préféré, ça va être Freddy Krueger, tu vois, parce que le mec, il est incroyablement drôle, il est complètement en dehors du champ de ce qu'on connaît dans le film d'horreur, dans le sens où il va essayer de faire des blagues. À chaque fois qu'il tue quelqu'un, il fait une vanne par-dessus, comme si c'était un show. Enfin, moi, ça me fascine. À quel moment on crée un personnage comme ça? Sachant qu'à la base, ça vient d'un truc beaucoup plus dramatique, dans le sens où c'est le réalisateur, je me rappelle plus, bordel, j'ai un trou de mémoire. Bref, Wes Craven, je crois, quelque chose comme ça, ouais, qui lit un article dans le Times d'un mec qui avait tellement peur de s'endormir qu'il a fini par arrêter de dormir, et en fait ça l'a tué parce que son cerveau a fini par être déconnecté. Du coup, le réalisateur se dit c'est génial, j'ai envie de faire un personnage qui empêche les gens de dormir, et s'ils s'endorment, ils meurent. Enfin, ça vient d'un truc ultra dramatique, et en fait il crée un personnage avec une vraie intensité, une vraie passion pour la mort et une vraie passion pour l'humour. Et les deux se mélangent et je trouve ça fou, enfin, typiquement. Du coup, ouais, je l'ai brodé aussi. Chucky, c'est pareil. Après, je les brode surtout parce que c'est des personnages qui me fascinent et qui potentiellement peuvent créer un sentiment non seulement d'attachement, mais aussi de dégoût. C'est jouer sur cette fluctuation-là qui me plaît. Mais justement, est-ce que après cet attachement, il vient pas aussi du fait que c'est des films qu'on voit souvent assez jeunes? C'est un peu le stéréotype de film pour ados. Enfin, c'est vraiment le film d'horreur orienté pour les adolescents. Est-ce qu'il n'y a pas un petit rapport aussi avec cette mémoire qu'on a des moments plus jeunes et qui du coup se rapproche. Enfin, si t'as une adolescence plutôt cool, qui se rapproche de bons moments, et que le fait de s'attacher à ces figures-là, c'est de se rattacher à une mémoire au final. Ouais, bien sûr. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai grandi avec le film d'horreur, alors que c'est un truc qui, chez moi, est pas spécialement... Enfin, c'est pas ouf, tu vois, mes parents m'ont jamais vraiment initié à ça, même si ma maman m'a beaucoup initié au cinéma. Et au-delà de ça, c'est aussi... Même si on se questionne autour de la mort assez jeune, je crois que les premières questions par rapport à la mort, ça peut arriver vers 5-6 ans, le fait qu'on puisse conscientiser ça à l'adolescence, ça va aussi ramener d'autres rapprochements qui sont potentiellement beaucoup plus corporels. Enfin, je me dis... toutes les fanfictions qu'on peut retrouver de jeunes filles de 16 ans qui ont juste envie de se faire bouffer la nuque par un vampire, il y a un rapport à la mort qui est malsain et en même temps ultra intéressant. Enfin, ce truc de se rapprocher de la nécrophilie sans même avoir idée de coucher avec un réel cadavre, en fait c'est quand même le cas. Enfin, des fanfictions autour de zombies, de loups-garous ou de vampires, j'en ai lu des centaines, alors qu'en soi... Si tu décortiques un petit peu ça, c'est juste des corps morts qui cherchent à choper sexuellement des gamines de 16 ans, quoi, tu vois. Enfin, mais est-ce que si on tire les choses presque par les cheveux, est-ce que ce serait pas épouser au final un souvenir, une remémoire d'une personne, d'un moment, d'un instant ou d'un contexte à travers une figure physique au final? Ouais, bien sûr, c'est aussi ça. Enfin... Toutes les jeunes filles un petit peu gothiques, tu vois, qui ont évolué dans ce monde du film d'horreur se souviendront qu'à leurs 16 ans, elles rêvaient juste de
d'avoir des rapports sexuels dans un cimetière, tu vois. Enfin, cet aspect-là de la mémoire qui est ultra glauque. Moi, je l'adore. Enfin, clairement, on est sur un quota de morbide qui me fascine aussi. À quel moment, en y repensant, même moi, j'ai fantasmé le fait de pouvoir avoir des rapports sexuels dans un cimetière. J'ai fantasmé le fait de juste attendre un vampire qui grimperait au haut de ma fenêtre. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais quand tu y penses et quand tu te remémores ce genre de choses, c'est encore un petit fantasme dans un coin de tête d'adolescente, tu vois. Enfin, moi, c'est un truc, ça me plaît, bien sûr, et c'est ultra intéressant d'en parler. Enfin, même en tant que jeune femme, les sexualités féminines sont souvent enfin, c'est souvent tabou. Maintenant, ça commence un peu à sortir et à en parler, mais au final, je me suis un peu perdue dans mon idée, mais c'est des approches très personnelles de la sexualité et au final qu'on vit plus ou moins tous et toutes. Et enfin, même ça a été hyper dévoilé justement avec je sais plus exactement le terme, mais c'est le porn gore ou avec des films justement comme Saw où c'est presque sexuel en fait. Bien sûr. C'est une approche très sexuelle du meurtre, de l'horreur. Et c'est pour ça qu'au final, même le burlesque et le film d'horreur sont hyper intrinsèques en fait, enfin, sont hyper liés. Ouais, parce qu'il y a un truc, il y a un rapprochement qui se fait aussi non seulement sur les viscosités qu'on peut trouver à travers le sang, à travers ce genre de choses qu'on voit typiquement dans les films d'horreur, mais aussi la manière dont c'est mis en avant et l'esthétique présentée au film, qu'on retrouve beaucoup dans le burlesque, que ce soit juste parce qu'on est dans un cadre un peu théâtral, ou même juste parce que tu rejoins avec les paillettes, le maquillage, les effets que tu as envie de mettre. Enfin, mon premier personnage que j'ai pu créer en tant qu'artiste, débutante artiste, c'était un personnage de drague qui se rapprochait un peu d'un démon, tu vois. Et en fait, c'est le genre de truc qu'on retrouve dans la vraie vie, entre guillemets, qui peuvent être en corrélation directe avec les films d'horreur. Se créer un personnage, le faire vivre sur scène, c'est comme créer un personnage dans un scénario et le faire vivre dans un film. Enfin, pour moi, en tout cas, j'assimile ça comme ça. Et c'est aussi comme ça que j'ai eu l'idée de créer un autre personnage du coup, qui s'appelle Lily Death, que j'ai fait performer à des soirées et qui en soi est une travailleuse du sexe qui, pour assouvir son besoin aussi de sexe, va avoir des rapports avec des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes personnes. Et la finalité de ce rapport, l'orgasme, ça va être de tuer la personne avec qui elle est sur le moment présent. Et je la fais vivre en ce moment à travers le burlesque, parce que les feuillages, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Aussi en lien beaucoup à la réappropriation de mon corps, puisque en tant je suis une jeune femme qui a vécu qui a grandi dans les années 2000 et on connaît tout un petit peu ce rapport à notre corps de ne pas l'aimer, d'avoir des difficultés, surtout au niveau de l'adolescence. Chose que j'ai l'impression qu'on retrouve quand même moins aujourd'hui, puisqu'il y a eu une démocratisation qui s'est faite aussi par le biais des réseaux sociaux. Mais ouais, j'avais besoin à un moment de me réapproprier mon corps et de faire fonctionner ce dit corps dans un autre personnage plutôt que ma propre identité que j'assume encore aujourd'hui par beaucoup, qui sont aussi des restes d'adolescence, tu vois. Enfin, mais justement, on arrive à tisser ça avec la mémoire. Enfin, c'est vraiment se réapproprier aussi sa propre mémoire. Enfin, l'horreur peut des fois aller tellement dans des limites qu'on se pose. Enfin, moi, je sais par exemple, le film d'horreur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à affronter plus ou moins mes propres démons, en les poussant à leurs extrêmes et en se disant, mais au final, en fait, c'est grave, mais pas tant. Parce que ça pourrait aller jusqu'à cet extrême-là et me réapproprier en fait ma propre mémoire, ma propre histoire et au final nos propres corps. Bien sûr. Et en vrai, nos protagonistes qui créent ce genre de film d'horreur le savent aussi. Enfin, typiquement, Stephen King, quand il écrit Carrie, le premier jet qu'il fait, il le tège à la poubelle, tu vois. Et en fait, sa femme va aller le chercher en mode ok, et elle le lit. Elle lui dit non, tu gardes ça parce que tu vas aider une génération de jeunes femmes à essayer d'entreprendre des choses qui sont plus grandes qu'elles, même si elles sont en difficulté, tu vois. Et en vrai, je me dis,
Bah, je suis assez contente d'avoir eu le film d'horreur aussi, puisque ça m'a aussi aidé à purger des passions, tu vois, des restes de trucs que j'avais pas envie de garder pour moi. Et l'horreur que j'ai plus tard assimilée aussi à quelque chose qui me fascinait et qui, au-delà de ça, me donnait envie, en fait. Euh, Bah, ça m'a, oui, poussé à aller plus loin et potentiellement même rejoindre les beaux-arts, en vrai. Je pense que ça m'a aidé aussi à ce niveau-là, parce que je me suis toujours dit, vas-y, fais du make-up, fais des dessins, enfin, argumente tes mains et serre-toi de tes mains pour faire un truc que t'aimes. Et en vrai, ce que j'aimais déjà, c'était reproduire des trucs glauques. Mais du coup, quand tu nous parles un peu aussi des personnages et tout, ça, c'est des choses que tu as créées aux Beaux-Arts ou tu les avais déjà en tête avant et c'est le fait d'entrer dans l'école qui t'a permis de les réaliser ou c'est justement au cours de ton cursus que tu t'es dit, bah, j'ai vraiment ce personnage que j'aimerais créer. Enfin, quand tu nous parles de Lil Des, justement. Je pense que j'ai toujours eu, même étant enfant, ce côté un peu schizo, de m'inventer des histoires et d'aller un peu à l'extrême. Surtout parce que j'avais ce rapport au glauque et au gore qui était assez poussé. Rentrer aux Beaux-Arts, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que j'ai été en lien avec des scènes performatives à Annecy. Puis après, j'ai découvert Grenoble. Et puis, il y avait aussi la scène drague à Lyon avec les dragons. Enfin bref, j'ai découvert plein de scènes durant mes études qui ont fait que potentiellement, cet aspect schizo, j'avais de quoi vraiment entreprendre quelque chose aussi parce que l'environnement dans lequel j'étais le permettait. Et donc, je pense que c'est un truc que j'avais toujours en coin de ma tête. Mais arriver aux Beaux-Arts, ça a facilité l'application de cette idée-là. Et en soi, l'île Death, ça s'est plus ou moins développé durant ma troisième année à Annecy, parce que j'avais ce besoin aussi de me rapprocher de connaissances comme ce qui tourne autour des TDS, des travailleuses du sexe. Euh, J'avais besoin aussi un peu de m'éloigner du drag parce que c'est quelque chose que je me sentais illégitime de faire, alors qu'en soi, aujourd'hui, je me sens plus légitime de le faire plutôt que l'année dernière quand c'était pas le cas. Enfin, c'est très étrange la relation que je peux avoir avec ça. Mais parce que Et pour, ouais, du coup, pardon, enfin, non. qu'est-ce qui pourrait te faire sentir illégitime du coup à faire du drag? En fait, c'est hyper particulier de dire que tu fais du drag déjà quand t'es une meuf, entre guillemets, puisque je suis aujourd'hui. Enfin, j'ai découvert que j'étais gender fluide. Du coup, c'est plus facile, entre guillemets, de se dire que je suis légitime aujourd'hui. Le fait est qu'il y a un an et demi, je le savais pas. Et du coup, il y a un an et demi, quand je me considérais encore comme une meuf cis, c'est très compliqué d'entrer déjà dans cette plateforme performative qu'on connaît très peu, puisqu'en France, c'est sympa de parler de RuPaul, même si j'aime beaucoup l'émission. Ça offre pas un champ des possibles, notamment pour la catégorie entre guillemets féminine, qui a envie de faire du drag queen ou king, hein, peu importe. Ça offre pas un champ des possibilités qui est fou. D'autant plus quand on est en région Auvergne-Rhône-Alpes et qu'il n'y a pas non plus full disposition à ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas à Paris, quoi. Il n'y a pas des cabarets à tous les coins de rue, il n'y a pas de potentiel mother qui t'ouvre les bras comme si de rien n'était, même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça, c'est un peu dépassé, puisque, encore une fois, avec les réseaux sociaux, si tu as envie de te développer et déployer en tant que drague, tu peux le faire sans avoir une mère aujourd'hui. Mais ouais, je me sentais un peu illégitime aussi parce que l'environnement dans lequel j'étais et ce qu'on m'offrait en termes d'audiovisuel, ça permettait pas en fait à ce que je me dise ok c'est bon toi aussi tu peux le faire. C'était plus voilà des mecs gays qui habitent dans des grandes villes, qui savent déjà tout sur la communauté, sur ce que c'est que le queer, sur comment évoluer par rapport à ça. Et aujourd'hui que j'apprends aussi, ça m'aide à démocratiser ce truc de bah non, en fait, tu peux le faire aussi, clairement. Il n'y a pas de tu représentes une minorité, euh, tu représentes aussi une partie du drag que les gens ne sont pas capables de voir encore parce que RuPaul, parce que. Voilà. Et en vrai, ouais, aujourd'hui, j'aurais envie de plus me déployer aussi parce que je suis à Grenoble et que potentiellement c'est plus facile que quand j'étais sur Annecy, quoi. Et donc du coup, juste avant que tu nous performes un souvenir, on va faire un petit interlude musical avec Winter Morning 2 de Woodkid, qui est interprété par Nils Fram avec Robert De Niro. Donc ce morceau, il est issu de l'EP Ellis qui est sorti en 2016.
C'est la bande originale du court-métrage du même nom qui est sorti en 2015, qui a été réalisé par JR et écrit par Eric Ross. There were all these millions of people who come through here, and I see them all. People of every color, shape, and size. And I think about all those people who did. All of those that made it. Made it to some distant shore where when they come up the beach or over a bridge or onto a road, they start to walk. Then they start walking faster and faster. Then they are running. They made it. They were at last home. But don't get me wrong. I'm the ghost of all those who never got to get there. And the ghost of those who will never get there. Alors, c'était Winter Morning 2 de Woodkid, interprété par Nils Fram, et tout de suite, Expérience des soirées rouges de Louise Rey. Ouais, je vais vous parler d'abord un peu de la première soirée parce que c'est un peu celle qui m'a mis une claque et qui m'a poussée à vouloir en organiser une deuxième avec le comité d'organisation de l'école. Déjà, ce qu'il faut savoir aux soirées rouges, c'est que c'est des soirées qui sont organisées intramuros de l'école. Moi, je vais vous parler d'Annecy, surtout parce que c'est pas ce qui s'est vu pour l'instant à Grenoble, j'espère bientôt.
Et du coup, sur Annecy, ce qui se passait, c'est qu'on fermait absolument toute l'école aux personnes extérieures, sauf invités et guests. Et la plupart du temps, pour les soirées rouges, on est quand même assez dénudés, puisque on fait en sorte de créer un environnement safe et un espace safe où les gens puissent permettre ce genre de choses et se dénuder. La première claque que je me suis pris dans la gueule pour la première soirée, c'est quand j'ai vu les merveilleuses créations de sucettes, vulves et pénis réalisées par nos merveilleux étudiants, qui étaient absolument incroyables. La deuxième claque à cette même soirée, c'est quand j'ai essayé enfin un costume que une très bonne amie avait conçu pour la soirée, que je devais porter la majeure partie du temps, qui en fait était littéralement une robe chapelle. Donc en fait, je me baladais avec une énorme coque en carton autour des cuisses, et les gens venaient prier entre mes jambes. Et ouais, c'était une expérience assez folle parce qu'on était déjà dans un environnement performatif que je connaissais, mais je me doutais pas que ça pouvait se performer comme ça. Et en soi, que les gens viennent prier entre mes jambes, ça m'a offert un champ des possibles qui était assez intéressant pour cette soirée, je vais pas vous mentir, puisque les gens venaient me voir et en demandaient encore plus, comme si c'est un truc dont ils avaient besoin pour avancer un peu dans la soirée. J'étais un peu un portail spatio-temporel dans lequel ils venaient s'enfermer 10 minutes pour après retourner danser et profiter de la soirée et sucer toutes les sucettes qu'ils avaient envie de sucer. Et du coup, ça a ouvert un champ des possibles pour l'année d'après, qui était fou, même si ça commençait pas mal à se restreindre à cause du Covid. Donc la première soirée a eu lieu en 2019, et du coup la deuxième soirée, on l'a organisée pour le 13 mars 2020, la veille du premier confinement. Et toute la semaine se préparait autour de workshops proposés par les étudiants. La majorité du temps, c'est proposé par soit des troisième années, soit des quatrième années, pour essayer d'ouvrir un peu aux années antérieures, puisque quand tu arrives en première année, c'est compliqué d'organiser directement les choses. T'es pas forcément débrouillard tout de suite. Donc il y avait surtout des workshops autour de la céramique, on faisait des dildos. Il y a eu un énorme workshop installation où la porte de l'installation pour une install totale, c'était une énorme vulve. Très sympa d'ailleurs, franchement, le carton a vraiment bien servi dans cette école. Moi, j'organisais un mini workshop pour réaliser des tenues d'effeuillage burlesque, puisque c'est un truc que j'avais envie de performer plus tard dans la soirée. Donc c'était surtout création de nippies, de harnais, des choses entre guillemets simples à faire et encore plus simple à porter parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tissu, donc c'est quand même vachement mieux. Et du coup, la soirée débutait par l'ouverture des vestiaires dans lesquels on dépose nos affaires, on change et on laisse surtout les téléphones, puisqu'il faut savoir que dans ce genre de soirée, les téléphones sont interdits. Non seulement pour éviter de se prendre la tête pour la soirée, t'as pas besoin d'avoir ton téléphone quand t'es à ce genre de soirée, mais aussi pour éviter n'importe quel cliché qui serait pris déplacé ou juste en mauvaise entente. Enfin, on ne voulait pas qu'il y ait de téléphone, tout simplement parce que les gens se retrouvaient à moitié nus et que ça représentait un risque pour les personnes qui n'avaient pas envie qu'on voit qu'elles étaient à moitié nues. À côté de ça, on avait un photographe attitré dans les élèves, ce qui était très bien, parce que du coup, on a quand même des rendus photos. Et du coup, l'étage du bas, c'était workshop tatouage. On montait le premier palier, il y avait workshop car washing, où il y a eu de merveilleuses performances de maillot de bain sur un scooter. Et le dernier étage, c'est là où moi je performais, et c'est là où j'ai fait la première rencontre de mon personnage que j'ai appelé Lil Beth, qui a pris part à cette expérience de la soirée, et qui a fait très bien son boulot, je dois l'avouer, parce que tout le monde était ravi. Du coup, je me prépare. J'entends les gens au fur et à mesure monter dans les couloirs parce que les parois des portes de la salle de conférence sont très très fines. Et du coup, moi, je suis assise sur une chaise et j'attends que les gens rentrent. J'ai fait un mix audio d'à peu près 10 minutes, ce qui paraît pas énorme pour une performance, mais qui pour un effeuillage burlesque est assez conséquent, puisque généralement l'effeuillage burlesque on est entre 5 et 7 minutes. Les gens rentrent.
se mettent à l'aise. J'avais un peu briefé mes potes pour qu'ils me donnent un peu la confiance et qu'ils me sifflent pour que je sois un peu plus motivée. C'est le seul moment de ma vie, je crois, où j'ai demandé à des gens de me siffler. C'était assez incroyable aussi. Donc les gens rentrent, s'installent et la musique commence. Et en fait, c'était 10 minutes qui étaient paradoxalement très très longues et en même temps très très courtes, puisque les gens sont tellement épris de la performance que tu es en train de faire, tu dévoiles ton corps petit à petit, tu dévoiles un nouveau personnage, tu domptes un petit peu le public. Même si dans un premier temps, je voyais pas grand monde, j'avais mis des énormes spots un peu de partout pour éviter de me stresser encore plus. Et du coup, je voyais pas toutes les têtes. Et puis quand t'entends vraiment les gens siffler, tu te dis, vas-y, c'est bon. T'as pas besoin de voir les têtes, de toute façon, c'est pas les têtes que les gens sont venus voir, donc autant se lâcher. Donc la performance se passe. J'ai le temps de faire une petite lap dance à une jeune fille absolument charmante. Je redescends pour me dévêtir et me revêtir, parce que j'avais une autre tenue pour la soirée. Même si je restais en Lil Des, j'avais une autre tenue pour la soirée qui était un peu plus, comment dire, appropriée. Et en fait, les gens, toute la soirée, sont venus me voir en me remerciant d'avoir ouvert la soirée rouge comme ça, puisque c'est l'aplomb dont ils avaient besoin au vu du climat qui s'annonçait être très très compliqué. Ce qui a été le cas en soi, puisque notre coordinatrice d'année est carrément venue et m'a dit j'espère que vous aurez vraiment bien profité parce que lundi ça va pas être la même. Il se trouve que le Covid nous a ouvert grandement les bras et ça a pas du tout été la même. Du coup, c'était très très délicat. Mais ouais, j'ai juste un énorme sentiment de nostalgie. Je me revois redescendre dans les couloirs pour aller me changer. Et en fait, j'avais un copain qui passait pour une deuxième partie performative où il jouait du saxo en même temps qu'il récitait des poèmes. Du coup, je descends et j'entends juste le saxo dans mes oreilles. Je croise quelques personnes qui étaient dégoûtées de ne pas m'avoir vu danser. Et arrivé en bas, je prends une grosse gorgée de tequila, ça je m'en rappelle. J'avais besoin aussi. Pour ensuite aller me faire tatouer, puisque c'était aussi un truc dont j'avais besoin à cette soirée. Ce qui a marqué aussi pas mal les mœurs de l'école, puisque la dernière vraie soirée de l'école qu'on a assez bien organisée, c'est une soirée où la moitié des gens se sont fait tatouer, ce qui est une image assez forte en y repensant maintenant. Et ouais, un gros sentiment de nostalgie en fait, parce que je me revois vraiment profiter de cette soirée, mais pas en profiter comme j'aurais dû en profiter au vu des événements qui se sont passés après. Surtout après l'annonce de notre président. Et en soi, je sais pas, je garde un très très bon souvenir et en même temps une énorme nostalgie d'être partie de cette école qui avait ce genre de soirée à m'offrir et un petit peu que ça à m'offrir, malheureusement. Et c'est pour ça aussi, je pense que des soirées comme ça, j'aimerais bien en refaire un peu partout. Et je pense qu'on est bien parti pour en refaire sur Grenoble. Merci beaucoup pour ton souvenir, franchement, super bien raconté. Ouais. Et puis, on arrive vraiment à ressentir la nostalgie, quand tu nous parles, etc. Et du coup, pourquoi tu as choisi ce moment-là précisément, du coup, parmi la soirée? Déjà, c'est un moment que j'ai partagé avec tout le monde, mais que j'ai surtout partagé avec moi et le nouveau personnage que je m'étais créé, qui n'avait pas encore vraiment vu le jour. Et en fait, je pense que l'ouverture de cette soirée par mon effet H burlesque, ça a été la naissance de ce personnage que j'ai encore aujourd'hui envie de déployer et de faire vivre. Et c'est aussi l'un des derniers vrais souvenirs que j'ai pré-Covid, qui est aussi, entre guillemets, glorieux, puisque vraiment, on a passé une très très bonne soirée, quoi. Et c'était nécessaire de passer une si bonne soirée, du coup. Oui, surtout quand on a vu ce qui s'est passé après. Oui. Et du coup, c'était un peu l'inauguration de Lil Des, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est assez cool que tu partages ce souvenir maintenant. Enfin, c'est comme un souvenir.
quand t'as performé ce souvenir, j'ai un peu l'impression de me rappeler d'un rêve, mais que j'ai jamais fait moi, perso. Mais comme si c'est moi qui avais pu faire ce rêve et je trouve que c'est assez important de garder ce genre de moment et ce genre de souvenirs dans une situation où on ne peut plus y avoir accès. On ne peut plus créer pour l'instant ce genre de souvenirs. Et une sorte de petite fenêtre sur un passé qui était quand même... Enfin, sur des parties du passé qui étaient quand même vachement cool. Parce que tout n'est pas hyper cool sur la situation d'avant le Covid, mais des petites fenêtres comme ça, d'espaces hyper heureux et joyeux. Et ça doit te faire vachement du bien de te remémorer ce genre de choses. Ouais, et je pense au-delà de ça, en fait, je me rends compte peut-être maintenant après coup, mais c'est surtout un souvenir qui, même une semaine après, m'a fait beaucoup de bien d'y repenser parce qu'en soi, la semaine d'après, je me rappelais de chez mes parents à commencer à préparer mon diplôme en visio où en fait on savait pas vraiment ce qui allait se passer et ouais, je me raccrochais déjà à ça en fait. Aussi par les annonces de la page Facebook disant voilà, les photos ont été postées en salle Mac. Allez les chercher quand vous pourrez ou encore merci pour l'organisation ou on espère refaire ça l'année prochaine même si ça paraît être compliqué. Je pense que ouais, c'était important de partager ça même si c'est passé. C'est encore un truc qui ouais, aujourd'hui me fait beaucoup de bien et en fait j'ai encore envie de recréer ce genre d'énergie pour pouvoir l'année prochaine me redire ok, 2020 c'était bien, fin 2021 c'était encore mieux, tu vois. Je pense que ça peut être pas mal, mais ouais. Et moi, j'avais une petite question, en fait, quand tu parles du burlesque. Je me demandais si tu étais autodidacte ou si, je sais pas, tu étais allé peut-être dans un club ou je sais pas du tout. Enfin, c'est ça que je me demandais un peu. Totalement autodidacte, c'est un truc que j'ai commencé avec ça. En fait, du coup, j'ai une très très bonne copine qui habite encore sur Annecy, qui est encore à l'école d'Annecy, qui a fait de la danse classique, contemporaine, moderne jazz pendant très longtemps. Et en fait, il est arrivé de très nombreuses soirées, puisqu'on avait la chance d'avoir l'école qui fermait à 23h, qu'on aille squatter la salle de conférence avec les énormes amplis et qu'on danse comme jamais. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à introduire potentiellement l'effeuillage, chose que je ne me voyais pas vraiment performer tout de suite. Et en fait, la soirée a ouvert cette possibilité. Mais je suis totalement autodidacte, aussi parce que des clubs ou même des associations burlesques, il n'y en avait pas sur Annecy. Et sur Grenoble, je peine à en trouver, malheureusement. Ok, ouais, parce que je me dis ça pourrait être aussi intéressant qu'il y ait peut-être des clubs ou des associations comme ça qui se montent, parce que bah, même toi, quand tu nous racontes, on a l'impression que ça t'a fait quand même aussi pas mal de bien d'avoir cette pratique, et même, comme tu disais plus au début de l'émission, pour arriver à renouer et à se réapproprier son corps. Du coup, c'est pour ça que je me demandais si t'étais passée par un club ou si t'avais tout appris toute seule et tout. Ouais, non, j'ai appris toute seule, mais je pense que ça pourrait encore plus aider de passer par une association ou un club, clairement. Mais ouais, et je le conseille. Vraiment, si vous étiez un petit peu dans mon cas, à pas trop savoir quoi faire avec votre corps, si vous savez pas trop comment appréhender les choses, et si en même temps ça vous plaît en soi de le montrer sans le montrer, parce que c'est ça, hein, c'est montrer son corps sans le montrer, puisque quand on crée un personnage comme moi, j'ai envie de le créer, j'ai tellement pas l'impression que c'est moi que du coup j'ai pas l'impression que ce soit mon corps, et en même temps je sais que c'est mon corps, et de voir l'engouement que peuvent avoir les gens face à ce corps qui nous appartient et qui nous appartient plus vraiment, vu qu'on le montre à tout le monde, c'est vraiment, c'est ultra libérateur. Donc si je peux conseiller, et si c'est quelque chose qui vous tâtonne hein, dans le coin de votre tête, franchement, allez-y, vraiment, parce que se réapproprier son corps comme ça, c'est un bonheur. On efface tout le reste, en fait. Est-ce que tu pourrais utiliser ta mémoire donc, pour nous décrire ou nous raconter une œuvre qui t'a le plus marqué? Pour moi, ce qui m'a le plus marqué, d'aussi loin que je me souvienne, c'était assez lointain, puisque c'est la deuxième fois que j'ai visité le Guggenheim à Bilbao. Je me rappelle d'une énorme structure à l'extérieur, puisque l'exposition à l'intérieur, c'était Jeff Koons, qui est bien, hein, ma foi, mais bon, on s'en passerait.
comment je m'en serais passée. Et donc, en fait, après avoir fini cette expo temporaire, je vais à l'extérieur, puisqu'il y a quelques parvis autour du Guggenheim à Bilbao. Et je vois cette énorme structure femme araignée de Louise Bourgeois, qui m'a mis une énorme claque, puisque je m'attendais pas à voir ça là. Je m'attendais pas à ce que le reflet du parvis, puisque certains parvis, quand il pleut, il y a le reflet sur le sol, à ce que l'araignée soit si bien reflétée sur le sol, à ce que ce soit si grand, à ce que ce soit si contradictoire aussi avec certaines installations de Jeff Koons qui étaient installées à l'extérieur. Et ouais, je sais pas, la noirceur de la pièce et en même temps le volume qu'elle prenait dans l'espace, ça m'a mis une claque et ouais, c'est une des pièces dont je me rappellerai pendant pas mal de temps, j'espère en tout cas. C'est vrai que Moser, enfin c'est Maman, je crois, de Louise Bourgeois, est une œuvre hyper... Enfin moi c'est une de mes œuvres préférées aussi, notamment par la relation à la mère en fait, parce que de toute façon le travail de Louise Bourgeois justement parle beaucoup des relations intrafamiliales et justement aussi... Enfin moi je l'interprète un peu comme de la remémoire sur Enfin, je sais qu'elle disait que l'araignée c'était à la fois quelque chose de hyper effrayant et en même temps la maman araignée qui protège ses œufs. Et d'ailleurs, je crois qu'on voit bien sur la sculpture que l'araignée a un sac d'œufs. Et cette espèce de double lecture d'une araignée hyper impressionnante et monstrueuse et à la fois hyper protectrice et comme une sorte d'énorme cage, mais apaisante. Ouais. En fait, il y a tout l'aspect angoissant. Alors que le matériau en lui-même, hein, c'est du métal. Clairement, on est sur une grosse structure assez froide en soi. En fait, c'est ultra effrayant. En même temps, elle nous ouvre les bras parce que les pattes de l'araignée sont tellement écartées que tu as juste envie de te faufiler à l'intérieur et d'être protégé de la pluie, quoi. Enfin, c'est très étrange comment on assimile les choses. Mais de toute façon, je pense que c'est le côté... encore une fois très paradoxal de Louise Bourgeois, enfin ces pièces aussi en tissu font cet effet-là, ultra ragoûtant, enfin clairement on dirait des matières organiques et en même temps c'est tellement doux, t'as envie de leur faire des câlins, donc ouais, je suis assez d'accord. Eh bien merci beaucoup Louise, nous avons vraiment pris plaisir à échanger avec toi, donc merci à vous. Vraiment merci. On répète que tous les liens pour avoir accès au travail de Louise sont disponibles en barre d'infos sur notre page YouTube, ainsi que toutes les œuvres dont Louise a parlé pendant l'entretien. Oui, merci beaucoup franchement. Et on tenait aussi à remercier Katia Schneller ainsi que Benjamin Serror pour leur soutien et leur aide à la réalisation du projet de radio. Et on remercie aussi Simone Frangy et encore une fois Katia Schneller pour nous avoir inspiré le sujet de ce podcast. On voulait également remercier tous et toutes nos auditrices pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Vous pouvez réagir, écrire ou nous envoyer des bisous sur notre Instagram, Association Reboot, ou sur notre Facebook. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio Reboot. À très vite pour la suite de Remémoire.